Né aux îles de la Madeleine, Georges Farah débute sa carrière d'administrateur comme propriétaire d'une auberge à Cap-aux-Meules. Parallèlement, il est organisateur en chef pour le député fédéral de l'époque. Élu pour la première fois en 1985 sur Robert Bourassa, il représente les Madelinots pendant 13 ans au provincial et 4 ans au fédéral. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Farah. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. Merci. Vous vous identifiez comme membre de l'aile nationaliste du PLQ. Alors, comment voyez-vous Meach puis l'après-Meach quand c'est tombé? Alors évidemment, Meach, pour nous, c'était notre espoir, en fait, de réintégrer la Constitution canadienne avec des éléments qui faisaient en sorte qu'ils reconnaissaient la particularité du Québec, son caractère distinct et tout. Et donc, évidemment, pour nous, c'était notre motive, si vous permettez l'expression, pour dire que sur cette base-là, je pense que c'est très, très intéressant. Même si on est fédéraliste, on est quand même des Québécois dans l'âme. Puis, il est important de s'assurer que nos valeurs et que les éléments soient en place pour pouvoir quand même continuer à s'épanouir. Et dans un contexte nord-américain particulièrement, avec évidemment le fait français ici, tous ces éléments-là. Donc, il est important de réintégrer, mais en s'assurant d'avoir les outils nécessaires pour continuer à se développer. Et donc, Meach, pour nous, était la référence. Alors, mais tous les débats entourant Meach et surtout l'issue, où évidemment que ça n'a pas été adopté, ça a été vraiment un traumatisme. Alors, et même à certains égards, ça a ébranlé un peu nos convictions. C'est un débat très, très émotif. Et moi, je me rappelle très bien là, de la déclaration de M. Bourassa, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. C'était un moment absolument... Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci. C'est un moment historique à l'Assemblée nationale où M. Parizeau a traversé le parquet pour aller donner la main à M. Bourassa. Il a offert sa collaboration, etc., à un niveau d'émotivité tel que c'était impensable de vivre un moment comme celui-là. Donc, puis le débat de Meach a fait en sorte aussi d'amener, comment dirais-je, de faire bifurquer le débat beaucoup sur les différences et sur des enjeux qui pourraient faire en sorte justement que dire, mais le Québec, est-ce qu'on est respecté dans ce pays-là et tout. Et donc, souvent, le focus, si vous me permettez l'expression, était beaucoup sur ces enjeux-là. Et donc, tout ça a fait en sorte d'amener une dynamique qui, moi, m'a fait mal personnellement, qui nous a fait réfléchir jusqu'à un certain point sur notre appartenance. Et là, on a vu toutes les conséquences du post-Meach avec les commissions Bélanger-Campeau, tout ce qui est passé avec l'aile jeunesse du Parti libéral, mais qui, ultimement, a fait en sorte que M. Dallaire et Mario Dumont ont claqué la porte et tout. Donc, ça a été des années extrêmement difficiles qui m'ont affecté beaucoup parce que l'on dit, est-ce qu'on est respecté, nous, le Québec? Je me rappelle d'avoir eu une discussion avec M. Bourassa où je lui ai dit, vous savez, M. Bourassa, avec l'échec de Meach, qui vient d'arriver, c'est le 23 juin 90, de mémoire. Et là, je vous parle peut-être d'un peu plus tard, puis je lui ai dit... à mon point de vue, là, vous passez un référendum demain matin, là, et le oui l'emporte, là. Tu sais, parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment un rejet là, de la part de la population. Et donc, bien, M. Bourassa, là j'ai eu le sens de l'État, le sens de l'État de l'homme. Il me dit, Georges, je dis, écoute, il dit jamais tu dois consulter la population avec un niveau d'émotivité aussi élevé. Parce que c'est pas rationnel. Et donc, tu peux regretter le geste par après.
Alors oui, éventuellement, tu peux peut-être aller devant la population avec un référendum, mais avec un niveau d'émotivité beaucoup moins grand pour faire en sorte que la décision qui est prise est bien comprise et bien claire et non pas en réponse à un rejet. J'ai vu le sens de l'état de M. Bourassa. Ça m'avait drôlement impressionné. Donc, tout ça pour dire que, et par après, on a vécu l'entente de Charlottetown, le référendum. Moi, aux îles, les résultats étaient catastrophiques, puis je le savais très bien. Puis on embarquait aussi, honnêtement, dans cette aventure-là avec plus ou moins de conviction, hein, parce que ça avait été un peu dénaturé, toutes ces choses-là, etc. Après ça, il y a eu la maladie de M. Bourassa qui est arrivée au fil de tout ça et tout. Donc, ça a été une période très dynamique, c'est-à-dire pas dynamique, mais très difficile, mais à travers laquelle il fallait serrer les coudes quand même, puis voir tout ça. Et donc, tout ça pour vous dire que moi, je l'ai vécu difficilement. Puis même des fois aussi à l'intérieur du caucus, au niveau des différents collègues qui avaient des convictions différentes, etc. Ça n'a pas toujours été facile. C'était pas les meilleures années que j'ai vécues sur le plan national en termes de climat. Le climat, ça a été difficile. Mais je me souviens pendant quelques années, surtout avec quand Claude Ryan a tabletté le livre beige, que votre parti n'avait pas de position constitutionnelle. Étiez-vous déçu du parti comme nationaliste québécois? Bien, en fait, oui, ça a été une période un peu de vide à cet égard-là. Puis, définitivement, moi, ça m'affectait parce qu'en fin de compte, on n'avait pas de référence. Hein? Oui. Alors, dans les débats qu'on pouvait avoir avec mes amis souverainistes, on le faisait mettre sur la table ou sur le nez régulièrement, à juste titre. Alors, mais par ailleurs, ça fait en sorte aussi que faut saisir ces opportunités-là pour ramener le débat. Vous savez, auprès des différentes instances, puis travailler justement à développer une position, parce que définitivement, on ne peut pas rester dans un vide comme celui-là sur une question aussi fondamentale et aussi importante. Alors, oui, comme nationaliste, on a eu des périodes, effectivement, où sur cet aspect-là, sur la question nationale, définitivement, où on avait certains malaises. Mais pendant tout ça, mettons le rapport à l'air, Bélanger-Campo, l'accord de Charlottetown, est-ce que vos convictions québécois nationalistes vous ont fait poser des gestes dans le parti ou... Mais en fin de compte, lors de Bélanger-Campo, nous, l'Association libérale des Îles-de-la-Madeleine avait présenté un mémoire sur la vision un peu que nous, on avait sur une base plus locale, on s'entend. Mais pour nous, qu'est-ce qui est important, exemple, aux îles, c'était toute la question des pêches, sur la juridiction des pêches. Alors, moi-même, j'avais des gens aux îles, mes commettants, fédéralistes très durs, qui n'étaient pas d'accord que l'association dépose un mémoire dans le cadre de Bélanger-Campo. Mais avec l'échec de Meach et le débat inhérent à la défaite de Meach sur le sentiment de certains Canadiens hors Québec à notre égard, souvent ça ébranle tes convictions. Parce que moi, j'ai toujours eu une vision en disant que nous, les francophones, les Québécois, on est partie prenante de la fondation de ce pays-là. Vous comprenez? Et moi, je ne me sens pas comme un conquis. Alors, je me dis, on est participé à créer ce pays-là. Oui, tout est perfectible, mais en même temps aussi, il faut prendre notre place pour défendre nos intérêts et non pas y aller avec la théorie de la chaise vide. Alors, dans tout ce débat-là, mais souvent, c'est paradoxal. Hein? Tu te dis, tu as ces convictions-là, c'est peut-être la meilleure situation pour le Québec, mais d'autre part, on vient de nous fermer la porte, puis souvent aussi avec des débats qui étaient très acrimonieux à notre égard. Alors, ça ébranle les colonnes du temple. On a déjà parlé un peu, mais est-ce qu'on peut dire que c'était pour vous naturel que ce soit Daniel Johnson qui remplace M. Bourassa? Moi, je pense que c'était une bonne suite des choses dans la mesure où moi, évidemment, j'ai beaucoup de respect à M. Bourassa, j'ai beaucoup de respect à M. Johnson, mes chefs. Vous savez,
En politique, à mon point de vue, qu'est-ce qui est très, très important, c'est la loyauté. Et donc, moi, nonobstant qu'est-ce qui peut arriver dans des situations ponctuelles dans le passé, moi, quand je suis dans une équipe, mon chef, je suis loyal à mon chef. Donc, oui, on peut avoir des désaccords, mais on règle ça entre nous. Ouais. Et donc, ça, c'était très important. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas eu de ressac avec M. Bourassa suite à 83, comme on a dit. Daniel Johnson, évidemment, avocat, diplômé de la London School of Economics, qui avait travaillé dans les grandes entreprises, puis qui avait milité au parti après. Alors, c'était un profil quand même qui était très intéressant avec les défis qu'on avait devant nous. Et donc, mais là, durant, évidemment, les 9 années où je l'ai côtoyé avant que M. Bourassa quitte, évidemment, donc m'a permis de le connaître davantage et de voir aussi ses qualités, sa compétence également. Et moi, à mon point de vue, je voyais que c'était la personne qui était prête pour le travail. Définitivement, avec au-delà de tout son passé que je viens de vous dire, Daniel, mais là, il y a eu ces années où ce qui a été, bon, mais ministre dans les ministères économiques, il est allé au Conseil du Trésor, qui a une vision transversale de l'appareil gouvernemental, ses prises de position. Alors, pour moi, c'était la personne tout indiquée pour prendre le travail. Et dans un contexte qui n'est pas évident, un peu d'usure du pouvoir, hein, après 2 mandats et tout. Et quand on regarde, je ne vais pas aller trop vite, mais quand on regarde les résultats de 94, les élections, dans un contexte pas évident, où on a quand même fait élire les libéraux 40 quelques députés, alors qu'il était quand même un résultat fort, fort intéressant. Évidemment, c'est sûr qu'en politique, c'est la victoire qui est importante. Oui. Si tu veux changer les choses, il faut que tu sois au gouvernement. Mais ceci étant dit, définitivement, qu'à mon point de vue, Daniel Johnson était la personne tout indiquée. C'est ça, en 1994, le Parti québécois a gagné le pouvoir avec la promesse d'un référendum. Et Daniel Johnson vous a nommé whip de l'opposition. Est-ce que vous vouliez ce job-là? Parce qu'en fait, quand il m'a appelé pour vous dire, parce que c'est sûr que quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez pas beaucoup de fonctions que vous pouvez attribuer aux députés parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Bon. Et donc, vous ne pouvez pas nommer ministre, vous ne pouvez pas nommer des adjoints parlementaires, certains membres de commission, mais bon. Et donc, lorsque Daniel m'a téléphoné pour dire, bon, mais écoute, Georges, on est en train de faire l'équipe parlementaire au niveau d'opposition, puis je souhaite que tu deviennes notre whip en chef. Tu sais. Alors, parce que vous avez 3 rôles importants dans l'opposition. Vous avez le chef de l'opposition en tel, qui est le chef du parti. Vous avez le leader parlementaire et le whip. Et donc, en même temps, c'est une belle reconnaissance, c'est un privilège. Mais là, moi, je lui ai dit, bon, bien, merci infiniment de la confiance. J'ai dit, est-ce que je vais réfléchir quelques jours? Non. Il dit, ça à prendre ou à laisser. Là. Mais il dit, je souhaite que je te l'offre, alors je souhaite que tu le peux. Alors, je n'ai pas eu le temps beaucoup de réfléchir. Alors, j'ai dit, oui, je vais le prendre. Surtout que c'est un job, comme vous dites, qui n'est pas nécessairement évident. Hein. C'est solidifier l'équipe. C'est un peu le monsieur discipline ou la madame discipline quand tu es whip. Alors, dans des contextes qui n'est pas toujours évident. Surtout alors, là, parce qu'il y avait la division dans le parti. La division dans le parti. Et puis là, on sortait d'une défaite également et tout. Et donc, j'ai accepté le travail et somme toute, ça a quand même bien été par rapport au travail de whip au cours des quelques années qui ont suivi. Et là, après ça, on a vécu le départ de Daniel Johnson pour l'arrivée de Jean Charest. Donc, avant les élections de 98. Alors, il y avait tout ça aussi à gérer, où que tu avais des députés qui prenaient des positions pour un publiquement versus l'autre et tout. Puis là, il faut que toi, tu essaies un peu de calmer le jeu. Pas toujours évident. Donc, comment étaient les relations avec le fédéral pendant que Daniel Johnson était chef du parti? Je vous dirais relations tendues, relations pas trop fluides. Et donc, surtout avec le référendum de 95, évidemment, qui a été très, très serré, mais tout dans la préparation de l'organisation et tout. Bon, évidemment, par la loi électorale, c'est le chef de l'opposition, le chef de parti, du parti principal, qui est évidemment président du comité du non. Donc, il y a toujours eu un peu de difficulté dans la cohésion entre le fédéral et le Québec
dans le cadre d'un référendum au Québec où le chef du Parti libéral du Québec est président du Comité du Nord. Donc, Et le donc, premier ministre du Canada est... le premier ministre du Canada, donc, lui, évidemment, voit ça aller, et surtout qu'après l'arrivée de Lucien Bouchard, comme on sait très bien, durant la campagne de 1995, où on a vu un virage, c'est quasiment un tsunami, là. On a vu, sur le terrain, on l'a vu rapidement, là, on voyait là, vraiment une tendance, évidemment, pour le oui. Et donc là, évidemment, dans les dernières semaines, vous avez eu la nervosité, mais tout le monde était pas mal nerveux, mais le fédéral était beaucoup, beaucoup nerveux. Et donc là, ça n'a pas amélioré le climat, évidemment. Alors, eux autres voyaient ça glisser un peu, se demandaient qu'est-ce qui allait arriver, étaient pris des conséquences après également. Et donc, dans ce cadre-là, d'autant plus que les relations étaient plus ou moins bonnes, je vous dirais, donc ça n'a pas aidé ce climat-là durant la campagne référendaire. Et donc, bon, à l'arraché, une extrémiste, le résultat était très, très serré, mais ça fait en sorte qu'il y a eu des séquelles, évidemment, aussi par après. Mais c'est pas vrai que vous et des collègues sont allés à Ottawa pendant ce temps-là? Est-ce que c'était pour essayer d'arranger cette relation ou... Oui, effectivement, c'est que là, on s'est dit, là, le référendum avait eu lieu fin octobre, et bon, on prenait acte du résultat, et évidemment. Vous aviez, évidemment, un gouvernement fédéral qu'on peut comprendre aussi que par les résultats était sur le pied de guerre. Et donc, on s'est dit, nonobstant tout ce qui s'est passé, maintenant, il faut quand même travailler ensemble. Alors, peut-on faciliter les choses pour rapprocher les partis? Et donc, Pierre Paradis, Pierre qui était leader d'opposition à l'époque, moi j'étais whip. Alors, mais Pierre, son frère, Denis Paradis, était député fédéral à Ottawa. Et donc, là, à un moment donné, on a une discussion, puis Denis Paradis dit, ça serait peut-être bon qu'on organiserait une rencontre avec M. Chrétien. Peut-être essayer de travailler à rapprocher les deux camps, puis travailler de façon plus constructive, en prenant acte du résultat, puis voir comment est-ce qu'on peut développer nos relations, puis développer aussi, travailler à la suite des choses pour faire en sorte que le Québec soit quand même davantage reconnu, puis en même temps, mais travailler avec le fédéral pour voir comment est-ce qu'on peut travailler dans ce sens-là. Et donc, là, moi, tout de suite, j'ai dit, oui, ça peut être intéressant, mais évidemment, il faut se faire dédouaner par notre chef. Alors moi, il faut que j'aille le voir en toute loyauté. On ne peut pas, nous, de façon unilatérale, à l'insu de notre chef, Daniel Johnson, d'aller voir Jean Chrétien si on organise une rencontre, s'il n'est pas d'accord. Alors, donc, je rencontre Daniel, son cabinet, à ce sujet-là. Puis là, je lui dis ça. Je dis, dans le fond, j'ai dit, regarde, ça ne coûte rien, puis peut-être ça peut être un élément déclencheur pour faciliter les relations. Puis voir ce que ça pourra donner, on verra. Mais quand même, il faut partir de quelque chose, prendre acte du résultat, pas toujours vivre dans le passé. Ça fait que... je ne vous dirais pas qu'il y avait de l'engouement au niveau de M. Johnson, mais au bout de la ligne, il dit, OK, allez-y, puis on pourra voir ce qui est arrivé. Donc, Mais je me demande, en parlant de ça, que des fois, de l'extérieur, quand on regarde le référendum de 1995, on peut quasiment dire, là, sans trop se tromper, que Daniel Johnson était maltraité par le gouvernement fédéral et Jean Chrétien, surtout pendant la campagne référendaire. Bien, définitivement, là, qu'il y avait, je vous dirais, je suis quelque peu d'accord avec qu'est-ce que vous venez de dire. Et ça n'aidait pas pour la suite des choses, là, évidemment, parce que c'était quand même les deux personnes les plus importantes en poste pour la suite des choses. Alors, et donc, dans ce sens-là, c'est pour ça que il n'y avait pas d'enthousiasme, mais et c'était compréhensible de sa part de dire, mais d'accord. Alors, puis je pense que, encore là, sans prétention, je le dis souvent, mais le fait d'être là, je pourrais rapporter, bon. Tout ça pour dire que on s'en va, on s'en va au 24 Sussex, et donc, on arrive, on est bien reçu. Alors, à la Jean Chrétien, très simple, les manches roulées, etc. Et donc, là, ça part.
Et là, je vous dirais que pendant 2 heures de temps, ça discutait fort. Puis c'est surtout M. Christian qui discutait. Là, il était chez eux, on était sur son terrain. Puis là, on a vraiment vu son insatisfaction. On a vraiment vu que ça ne cliquait pas, là. Comme on disait tantôt, là, avec le gouvernement du Québec, notamment, ben, pas le gouvernement, c'était M. Parizeau, mais avec le Parti libéral du Québec, il n'y a pas d'atome crochu, là, avec Daniel, puis avec raison, peut-être du côté de M. Johnson, mais en tout cas, bon, peu importe, on a dit, nous, on est là de façon constructive. Et donc là, il nous a fait état, vous êtes venu, comme le camp du non est venu dans Shawinigan, c'est Mont-Patelin, donc, j'ai eu de la misère à monter sur la scène durant les discours. J'étais avec des plantes en arrière, avec des plantes vertes. Puis, aïe, aïe, aïe. Alors, oh non, non, c'était vraiment là. Puis, et tout pour dire que, mais c'était quand même de façon, le message était clair, mais c'était quand même de façon cordiale jusqu'à un certain point. Et là, c'est là qu'est apparu pour nous pour la première fois, puis c'était tout récent de toute façon, que là, il disait, on va mettre des règles du jeu claires pour faire en sorte qu'on n'arrive pas dans qu'on ne vive pas encore une situation comme on a vécu, avec un référendum très serré, avec une question qui n'est pas claire, on n'a pas d'entente, on n'a pas, oui, d'entente sur qu'est-ce qu'une majorité claire et tout. Et donc là, c'était l'embryon de la loi sur la clarté. On n'a pas parlé trop de la campagne référendaire, mais étiez-vous surpris que les Madelinots votent oui, majoritairement? Non. Non. Parce que, surtout après l'arrivée de M. Bouchard. Alors, il y a un momentum qui s'est établi. Puis, évidemment, là, on est en 95. Moi, j'étais élu depuis 85, ça fait une dizaine d'années. Donc, je connaissais mon terrain, je connaissais mon monde. Puis là, plus la campagne avançait, ça a bien parti. Mais là, plus la campagne avançait, plus on sentait que ça glissait. Et moi, je me souviens, Lucien Bouchard est venu aux îles, comme lorsque M. Parizeau il a passé les rênes dans les quelques semaines avant les élections, où il y a eu une assemblée absolument, je ne sais pas s'il y avait 800 000 personnes, là. Alors, et Lucien Bouchard était évidemment avec un discours très accrocheur. Hein. On connaît Lucien Bouchard. Et donc, moi, à partir de ce moment-là, j'ai vu très, très clairement que, même aux îles chez nous, que le oui l'emporterait. Au printemps 98, comment avez-vous vécu le départ de M. Johnson et l'arrivée de Jean Charest, qui était quand même le chef du Parti conservateur d'Ottawa? Oui. D'ailleurs, même moi, si j'étais prêt par mon rôle parlementaire, on entendait des rumeurs de certaines pressions, parce qu'à un moment donné, la pression était quand même forte à l'externe. Mais moi, par le fait que j'étais quand même relativement proche sur le plan du travail, j'ai pas nécessairement vu ça venir. Là, alors, peut-être une couple de semaines avant à peine, là, mais je savais qu'il y avait de la pression. Mais puis évidemment, Daniel Johnson, dans son rôle de chef, évidemment, ça nécessitait aussi le fait qu'il s'est sans équivoque, chef en poste, malgré la pression qui était très forte, là, il sentait certainement lui-même également. Et je me rappellerai toujours parce que nous, les parlementaires, à notre époque, on avait une équipe d'hockey au Parlement. Et on avait développé une relation avec nos collègues, les parlementaires ontariens. Ça fait que, donc, on est allé là jouer 2 jours, puis on jouait aussi pour des œuvres communautaires. Hein, on ramassait de l'argent, puis les sommes allaient pour... Donc, c'était une bonne cause, puis on avait beaucoup de plaisir. Et donc, et là, c'était samedi-dimanche. Alors, le dimanche, j'étais sur la route du retour, et là, je reçois un téléphone, puis on me dit réunion extraordinaire au cabinet du chef à Place Ville-Marie à Montréal, parce que le chef d'opposition a un bureau à Montréal, à Place Ville-Marie. Alors, ça a accéléré un peu mon départ de Toronto le dimanche pour pouvoir arriver en fin d'après-midi à Montréal. Et là, le chef, et là, M. Johnson nous a annoncé qu'il quittait, qu'il cédait les rênes, et donc, il allait assumer la transition. Puis là, maintenant, mais, il va avoir une course au leadership. Alors, fait que là, tu es pris de court, honnêtement. Puis ça sonne, parce que c'était un collaborateur, évidemment. Moi, j'étais très près de M. Johnson, avec beaucoup de plaisir au cours de toutes ces années. Alors, évidemment, ça sonne.
Alors, elle m'a écouté, c'est la décision du chef, on doit la respecter. Mais là, après ça, moi, comme whip, c'était la gestion de tout ça, parce que là, tout le monde voulait se coller à un candidat potentiel. Beaucoup de pression sur Jean Charest, qui était chef du Parti conservateur, évidemment, au fédéral. Et moi, par mon rôle, je devais rester neutre, évidemment, puis essayer de garder les troupes unies et tout. Et donc là, ce pas nécessairement évident, je vous le dis. Mais par la suite, bon, M. Charest, évidemment, ça a pris un certain temps avant qu'il prenne sa décision, qui était une décision très importante pour lui. Ben oui. Lui, il était évidemment orienté avec une carrière au fédéral qui était bien lancée. Et donc, jusqu'au moment où ce qu'il décide, qu'il vient, puis, mais il n'y a pas eu de, il y a pas eu de course de leadership, évidemment. Alors ça facilité aussi, parce que quand il y a une course de leadership, mais certains prennent pour un, d'autres pour d'autres, des fois, ça crée un peu de la tension. Alors, dans ce sens-là, évidemment, ça a été moins pire. Et là, moi, j'ai travaillé très fort comme whip aussi à assurer la transition et à assurer aussi la venue de M. Charest au niveau de l'aile parlementaire. Mais lui, évidemment, ne pourrait pas être actif au Parlement compte tenu qu'il n'était pas élu. Alors, à ce moment-là, c'est Monique Gagnon-Tremblay, de mémoire, qui est devenue chef par intérim, donc chef d'opposition. Et donc, moi, je me suis assuré aussi qu'une saine transition, une très, très bonne liaison entre le nouveau chef qui avait été élu par acclamation et le caucus. Et vous avez parlé à un moment donné de pression sur Daniel Johnson. La pression sur lui à ce moment-là, j'imagine la pression pour qu'il s'en aille. Est-ce que c'est venu du parti? Est-ce que c'est venu de l'extérieur? Moi, je vous dirais que je parle de pression, mais externe au parti, évidemment, OK. c'est des rumeurs. C'est Ouais. des rumeurs qu'on entendait. OK. Donc, puis à l'interne, alors évidemment, qu'est-ce qu'on sentait, c'est que M. Johnson a toujours quand même eu une très bonne liaison avec le parti. Il était très près de ses instances, très près des militants dans le comté et tout. Mais là, évidemment, à l'approche de l'élection, puis ben là, c'est souvent les sondages qui te guident. On avait déjà perdu l'élection en 1994 dans un contexte que j'ai évoqué qui n'était pas nécessairement évident et où la performance, somme toute, a été très, très bonne dans les circonstances, là, après un 9 ans de pouvoir. Et là, qu'est-ce qui inquiète les gens? Mais c'est les sondages. Puis le Parti libéral, par définition, puis son histoire, c'est un parti de pouvoir, hein, qui aime bien être au pouvoir. Alors oui, de temps en temps, ça fait du bien l'opposition aussi, hein, ça amène de la réflexion, bon, etc. Mais, et là, c'est sûr que les gens voyaient potentiellement peut-être que ça va être difficile à l'élection suivante. Et parce que là, Lucien Bouchard est arrivé, notamment M. Parizeau a quitté après le référendum. Alors, dans cette dynamique-là, il y avait une certaine inquiétude, mais j'ai jamais senti, moi, que les partisans n'avaient pas de respect à l'égard de M. Johnson pour ce qu'il avait fait, puis sa compétence également. Mais veut pas, la politique, le réalisme politique, souvent, c'est le pouvoir, les chances de le prendre. Et donc, dans ce sens-là, il y avait une certaine, comment dirais-je, parce que je dirais pas, il n'y a pas question de putsch, rien. Là. OK. Ça, à cet égard-là, non, jamais. Les gens avaient trop de respect pour M. Johnson. Mais il y avait une inquiétude. C'est peut-être le mot qu'il faut employer, une inquiétude qui faisait en sorte que la flamme n'était pas au niveau où ce qu'elle aurait dû être à l'approche d'une élection. Pour reprendre des choses de hockey, quand ça va mal, tu t'envoies le coach. C'est ça? C'est souvent ça. Merci beaucoup, M. Farah. Bienvenue. À la prochaine. Bienvenue.